Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et durables. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on reçoit Richard Trempe, architecte, consultant senior en enveloppe du bâtiment et passionné de sciences du bâtiment depuis plus de 25 ans. Membre de l'Ordre des architectes du Québec depuis 1993, Richard a consacré sa carrière à approfondir notre compréhension de la performance des bâtiments. Il a été vice-président des services conseils chez Kleb, puis responsable du transfert de connaissances en sciences du bâtiment chez UL Kleb. Il a également complété une maîtrise scientifique en architecture portant sur la performance en service des bâtiments existants. Aujourd'hui à la tête de Trempe Architecte, il poursuit sa mission à travers des projets de recherche appliquée, notamment avec Auvergne Laboratoire Vivant, un lieu unique de réflexion et d'expérimentation sur les matériaux, masse thermique, le monitoring et la performance réelle des bâtiments. On discute donc avec Richard Trempe de l'importance de la recherche en construction en 2025, des pathologies du bâtiment et de la façon de combler le fossé entre architectes et sciences du bâtiment. On explore aussi le vieillissement du parc immobilier, la pertinence de rénover ou de construire neuf et le rôle de la masse thermique comme batterie énergétique. On plonge donc dans des sujets concrets comme le mur parfait, l'inertie versus l'isolation, le monitoring en temps réel, les choix techniques comme le chanvre, le plancher chauffeur et l'orientation solaire. On termine avec son expérience comme hôte d'Airbnb, oui, et comment cette vision de l'architecture influence même l'accueil des invités. Un épisode riche en savoir, en constats concrets et en réflexions qui repoussent les limites du bâtiment durable et performant. Alors, bienvenue au podcast, Richard. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Honnêtement, je pense que ça va être un excellent podcast. Comme tous les autres podcasts, mais je pense que ça va être un vraiment bon podcast aujourd'hui. Alors, comment ça va aujourd'hui, Richard? Ça va super bien. Avec le printemps qui arrive, je peux pas être mieux entouré là, en pleine nature. Oui, T'es où? T'es à Montréal ou t'es dans justement ton laboratoire vivant? En fait, moi, je demeure à Sainte-Christine d'Auvergne. Je suis certain que vous ne connaissez pas ce village. C'est un tout petit village de 500 personnes dans Portneuf, dans la région de Portneuf, à peu près à 1 heure de Québec. Et c'est un grand site, finalement, qui est sur le bord de la rivière Sainte-Anne. C'est le site là où j'ai mon projet de recherche comme tel, oui. Oui, qu'on va parler justement aujourd'hui, parce qu'à faire la recherche en pré-podcast, là, on a trouvé quelque chose de bien intéressant. Dans le fond, justement, tu es vraiment très impliqué dans la recherche et le développement en bâtiment. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? En fait, j'ai toujours été curieux, puis je te dirais que ça a commencé très tôt. Je me souviens d'un des premiers contrats que j'ai eu. Et ça a été vraiment intéressant comme contrat. J'avais un contrat de la ville de Deschambault qui avait 5 bâtiments abandonnés à expertiser. Et dans le fond, mon mandat, c'était de développer des devis de réparation. Et ces bâtiments-là étaient mis en enchère finalement. Et par la suite, l'acheteur obligatoirement devait réparer le bâtiment. Et j'avais vraiment 5 profils de bâtiments complètement différents, de différentes époques. Et je te dirais que mon intérêt pour la question comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi à telle période on construisait de telle manière, je pense que ma curiosité d'abord vers le bâtiment existant, parce que ça a été une grosse partie de mes années, ça a été dans le patrimoine existant là, comme tel. Ça a commencé vraiment par cette recherche-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je trouve ça super le fun de retourner à Deschambault, qui est pas loin d'ici, et de voir que 4 de ces 5 bâtiments-là ont bien été réhabilités et sont toujours en pleine forme comme tel là, après 30 ans finalement. Ça a été super de fun, oui. Puis réhabilité en fonction de tes recommandations de l'époque. Oui, absolument. C'est fun, ça. Ça a fonctionné. Ce que tu as proposé a fonctionné. Ça a l'air que oui, en tout cas. OK, c'est satisfaisant, ça. Tu sais. Mais surtout qu'ils sont bien entretenus. C'est pas juste de réhabiliter parce que ça fait 30 ans, c'est qu'ils sont bien entretenus aussi. C'est un secret, là. Mais ça l'a vraiment, je pense, piqué ma curiosité au départ, là, pour savoir, dans le fond, comment qu'on peut faire mieux, comment qu'on peut construire, puis comment qu'on peut travailler. Parce que quand on parle de réhabilitation, puis vous le savez autant que moi, on parle pas juste de préservation, on parle pas juste d'entretenir, mais on parle d'améliorer la performance.
Et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me passionne, là, c'est justement d'aller chercher cette quête de faire mieux finalement. Mais tu me piques ma curiosité et puis probablement celle des auditeurs. Tu as dit 5 bâtiments de 5 époques différentes. C'est beaucoup, là, Oui. 5 époques. C'était quoi ces époques-là? Ah, en fait, on avait des bâtiments qui étaient, on parle du 17e siècle, là, fin 17e siècle, le long de la route, je ne sais plus si c'est la 132 ou laquelle, là, on parle de bâtiments en bois qui étaient vraiment en carré de bois, là, qui étaient très endommagés, jusqu'à des bâtiments qui étaient beaucoup plus récents. On parle du presbytère de l'Église, donc qui datait du début du 20e siècle. Donc, je me ramassais avec des bâtiments qui faisaient à peu près 150-180 ans d'intervalle comme tel. C'est pour ça que on avait des bâtiments qui étaient différentes façons de construire à différentes époques, c'est ça. Puis à travers justement là, on a tellement d'autres projets de recherche à parler, mais mettons celui-là, étais-tu déjà capable de dire, ben, on construisait mieux dans le temps ou on construisait mieux maintenant ou un mélange de tout ça? Y a-tu comme un meilleur bâtiment dans ces 5 époques-là, selon toi? Ben, c'est super intéressant comme question parce que, en fait, il y a des périodes différentes dans notre histoire et il faut cibler pourquoi puis comment on faisait telle façon à telle époque. Il y a pas de meilleures époques, mais il faut comprendre les époques. Et ça, c'est fondamental. Puis c'est souvent ce qu'on oublie de faire finalement. On prend un bâtiment, puis on n'essaye pas de se remettre. Puis c'est un petit peu l'objet de la maîtrise parce que ça m'a fatigué durant 20 ans avant de faire ma maîtrise. Là, je suis content que mes enfants soient assez grands pour être capables de travailler à temps plein puis étudier à temps plein aussi. Là. Mais dans le fond, cette manière-là de faire selon l'époque et après ça, de retravailler en respect de ces époques-là. On peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel bâtiment, là. Et on va prendre des périodes. J'ai travaillé beaucoup les périodes du début du 20e siècle. Donc, tous les bâtiments, beaucoup dans l'institutionnel. Et on voit vraiment des changements majeurs qui se font à l'époque où on a des murs massifs. On est au 18e, 19e siècle. Puis tranquillement, on s'en va vers des masses où il y a des creux dans les murs. On commence à voir les cavités murales apparaître dans les années 30. Puis là, on a un paquet d'approches qui se développent au Québec. Et c'est vraiment des années qui sont super intéressantes, mais il faut comprendre comment ça marche avant de dire on va réhabiliter de telle manière. Donc, c'est cette partie-là, quand tu dis y a-t-il des meilleures périodes comme telles? Non, mais il faut apprivoiser les périodes sur lesquelles on travaille. C'est pour ça que moi, j'adore le bâtiment existant puis que j'ai décidé de focusser. C'est parce que c'est tellement chaque bâtiment a son histoire. Ouais. Puis comprendre le bâtiment, c'est vraiment là la plus grosse source d'apprentissage. Oui. Chaque période, chaque bâtiment a son histoire à raconter. Oui, puis À travers ces années-là, est-ce que tu penses qu'on a pas mal fait le tour de tout ce qu'on a à découvrir sur le bâtiment? Est-ce que, tu sais, ça fait quand même, au Québec, là, ça fait au moins 500 ans qu'on construit. Là. Est-ce qu'on a évalué toutes les options possibles? non, on les a pas toutes évaluées. Ça, c'est le fun. Moi, je donne des cours pratiquement, je dirais plusieurs fois par mois là, lors des architectes, dont un cours sur la réhabilitation. Puis je pense qu'il manque pas un cours où des gens me montrent des photos de bâtiments qui ont des organisations, là, des murs, des enveloppes qui sont variées, qui sont différentes. Donc, je pense qu'on fait jamais le tour comme tel. Oui, il y a des tangentes, des grandes règles qui s'établissent comme telles, mais il y a toujours des particularités. Quand tu dis, Philippe, que c'est tellement passionnant de travailler sur le bâtiment existant, c'est le fun ce que tu dis là, parce que souvent, c'est pas un reproche, mais souvent les gens qui vont travailler le bâtiment existant, moi je vois ça comme 3 silos, vont travailler le silo de l'expertise. Tu sais, on va regarder comment c'est fait, on va faire des trous, des tests, tout ça. Mais le silo de la manière comment c'est fait, le silo de la valeur de ce bâtiment-là, c'est vraiment fondamental, cette enquête-là, pour savoir comment c'est fait. Puis aussi, on n'est pas tous spécialistes dans toutes les méthodes de travail, là, mais ces approches-là, on les met de côté parfois. Puis je pense que ces éléments-là sont fondamentaux pour nous permettre, après ça, de bien intervenir. Qu'est-ce que tu veux dire, les silos? En fait, les silos, je pense que quand j'ai développé un petit peu ma maîtrise, c'était se questionner sur la performance, donc la perte de performance du bâtiment, puis comment il y avait différentes étapes dans le processus là, du développement de mon mémoire, mais il y avait
comment on peut expertiser. Puis souvent, ce que je disais, le silo 1, l'expertise, c'est quelque chose qu'on connaît bien, ou en tout cas, c'est quelque chose de factuel. Là. On fait des trous, des tests, on regarde, on inspecte tout ça. Le deuxième silo, c'est le silo, je dirais un petit peu ce que Philippe disait, d'apprendre à connaître quelles sont les valeurs sur ce bâtiment-là aussi. Puis là, je suis loin de la technique, mais je vais vous parler des valeurs de mémoire. En fait, on attribue des valeurs, on doit attribuer des valeurs de mémoire. Chaque bâtiment, il parle en lui-même d'une certaine période, d'une certaine commémoration, une remémoration. Puis lorsque j'ai fait cette recherche-là, je n'étais pas le premier à faire ça. Il y a un architecte autrichien qui est Alois Riegel au début du 20e siècle. On est en 1903. Lui, il a une commande pour faire un inventaire des bâtiments institutionnels en Autriche. Puis il avait développé une charte de valeurs de mémoire. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est souvent ce qui nous permet de comprendre un petit peu comment qu'on va développer après ça nos aspects techniques. Et je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre un bâtiment qui est commémoratif. On veut se rappeler quelque chose. Lorsqu'on, par exemple, j'ai l'idée d'une église avec un clocher, on va se demander qu'est-ce qu'on fait avec le clocher. Est-ce que le clocher, on va le garder ou non? Puis c'est souvent une question qui arrive dans notre époque aussi. C'est de se poser la question, est-ce que cette église-là, à cet endroit-là, à un moment donné, est rattaché à des événements, a donné finalement une plus-value ou quelque chose à ces gens qui habitent autour. Tout ça, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et ça peut nous aider de prendre une décision comme telle. Puis un autre exemple que je trouve intéressant, que je pense toujours, c'est les bâtiments de la colline parlementaire H et J qui sont le calorifère, là, je pense que tout le monde les connaît. Et moi, j'ai travaillé dessus assez souvent sur ces bâtiments-là. Puis, on s'est posé la question, le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments affreux-là quand on est arrivé en fin de vie de ces bâtiments-là? Mais la valeur de mémoire pour dans le fond, ces bâtiments-là, c'est une période architecturale qui est super importante au Québec. On construit un bâtiment institutionnel qui est le siège social du gouvernement et on lui donne cet aspect-là de prison, entre guillemets, mais d'autorité. C'est quasiment, c'est très autoritaire comme expression architecturale. Ben ça nous a obligés à développer, dans le fond, une méthode technique qui était de réhabiliter le mur. C'était un mur qui était scellé, là, un face seal, en y faisant un écran par pluie par l'intérieur pour garder son aspect extérieur. Donc, c'est du travail. Voyez-vous comment les silos peuvent se rejoindre? Puis mon troisième silo, quand je parle des silos, quand tu me parlais de Jean-Sébastien de silo, c'est vraiment la connaissance artisanale, la connaissance pratique. Autrement dit, moi, je vais vous le dire, je connais très bien les bâtiments du début du 20e siècle. Mais les bâtiments du 16e siècle, du 17e siècle, pas du 16e, mais du début de la colonie, c'est pas ma pratique. Donc, je vais aller chercher des gens qui vont m'aider à développer cette expertise-là, où je vais leur donner cet élément-là. C'est l'entraide là, que je fais, c'est d'aller chercher. C'est vraiment avec ces trois sphères-là qu'on va être capable de bien reconnaître le bâtiment, d'évaluer sa performance pour voir comment on peut lui donner un second souffle. C'est un petit peu ma démarche que je vois à travers ces silos-là lorsqu'on a à travailler sur un bâtiment existant. J'avais jamais vu ça de même. C'est vrai que c'est un livre historique, un bâtiment qui est une marque intemporelle ou quasi intemporelle de voici comment on le faisait à l'époque. J'ai lu un article dernièrement qui expliquait que pour pouvoir bien comprendre comment ils avaient construit les châteaux à un certain endroit, ils ont fait un gros laboratoire pendant plusieurs années pour recréer les méthodes artisanales, en fait, pour vraiment mieux comprendre comment c'est arrivé, en fait. Là, c'est vrai qu'il y a un contexte, pas juste un bâtiment, parce qu'on est très focus, là, surtout dans le podcast, sur la performance, mais il y a plus que ça, là. Tu sais, il y a l'aspect, justement, c'est j'entends souvent en anglais, le landmark, là, c'est la marque, comment vous dites ça en français, landmark? La marque de terrain, non? Ça marche pas. Ouais. Le monument, c'est le monument, dans le fond. Oui, c'est ça, l'empreinte. On peut dire l'empreinte, oui. Exact. Mais l'autre aspect que tu viens de soulever qui est intéressant, c'est le niveau artistique. Ouais. Tu as parlé d'artisanat, mais ça m'a fait penser à artistique. L'architecture
n'est pas un des 7 principaux arts. Tu sais, quand on dit, mettons, le 7e art, c'est le cinéma, mais je pense que le 6e, c'est l'architecture, c'est ça? Absolument, c'est ça. L'expression du... en fait, c'est intéressant de voir ça parce que quand on met l'architecture dans l'art, c'est une des formes, une des facettes de l'architecture. Puis souvent, dans votre podcast, puis dans mon travail quotidien, effectivement, on est loin de cet aspect-là, mais c'est important de s'y rapprocher et puis je le dis, j'y crois, ça nous donne des clés pour savoir comment qu'on va faire après ça pour redonner une seconde vie, pour réhabiliter ces bâtiments-là. C'est des histoires. J'ai travaillé beaucoup avec la CSDM. Ça a été mes années les plus riches en apprentissage. Je dirais de 2011 à 2018 à peu près. Vous savez, la CSDM avait tout de même des bâtiments qui étaient voués à la démolition dans la santé publique. Demandait exigeait la démolition de 5 bâtiments qui étaient jugés malades, non récupérables, donc moisissures, tout ça. Et la CSDM avait mis finalement un comité interdisciplinaire, donc la santé publique était là, des gens en qualité de l'air. Moi, je représentais finalement tout le côté enveloppe. Et on a appris à connaître comment fonctionnaient ces bâtiments-là. On a compris, dans le fond, que les moisissures étaient pas du tout causées par l'enveloppe, mais par plein d'autres choses, par les bottes, par les sous-planchers, par tout ce que vous voulez, par les problèmes de plomberie. Et après ça, on s'est posé la question, comment qu'on réhabilite ces murs-là? Et on est allé, pour plusieurs bâtiments, vers une réhabilitation en conservant le principe du mur creux. Donc, en conservant le principe du mur de 1923, parce qu'en fait, le bâtiment fonctionnait bien. Donc, on s'est dit, on va améliorer la question de la fenêtre, donc l'étanchéité, on va améliorer l'étanchéité à l'air, on va améliorer le confort, on va améliorer les systèmes par les systèmes mécaniques, toute la question de la qualité de l'air. Mais l'empreinte comme telle du bâtiment, avec sa manière de faire, de fonctionner à l'époque, était encore bonne en 2015, en 2018 comme telle. Donc, c'est intéressant de voir finalement cette notion-là de traces de bâtiment qu'on peut conserver, qu'on peut réutiliser aussi. Mais il faut se poser des questions. Il faut ouvrir nos œillères puis se poser des questions parce que sinon, ce qu'on aurait fait, ce que la CSDM aurait fait, puis c'est des gens qui étaient très ouverts, l'équipe, là, ils auraient démoli les bâtiments puis on aurait reconstruit des 5 écoles neuves carrément. Ça fait beaucoup de rôle pour l'architecte. Hein? On a parlé, il y a le côté artistique, il y a le côté... je te dirais, plus au niveau, disons, des codes, de s'assurer que le bâtiment respecte les normes. Et aussi le côté science du bâtiment. Donc, ça fait beaucoup de tâches, je dirais, qui sont données à l'architecte. Est-ce que tu penses... C'est où que les architectes... En fait, de un, la science du bâtiment, c'est-tu un domaine que tu crois qui doit être 100% de l'architecte? Et penses-tu qu'on est à jour à ce niveau-là en termes d'éducation au Québec? Hey, très bonne question, Philippe. En fait, le rôle des architectes est vraiment multiple. Puis je pense qu'un architecte ne peut pas connaître tout ça. En fait, on se développe des expertises pointues. Moi, je suis en sciences du bâtiment. Je suis passionné par l'architecture sur d'autres aspects, mais je me considère pas un designer comme tel. Je veux dire, c'est pas ce que j'ai développé à travers mes années. D'autres architectes vont développer ça. Mais à quelque part aussi, on a besoin d'entraide. Puis ça, c'est tout le rôle interdisciplinaire, en fait. Moi, j'ai toujours travaillé avec des ingénieurs, puis je me suis toujours associé avec des ingénieurs aussi. Puis je pense que on a toujours tiré le meilleur parti de se marier ensemble, que ce soit technologue, architecte, ingénieur, de différentes profils profils d'apprentissage académique comme tel, là. Et je pense que c'est la recette et je pense qu'on doit le voir comme ça. La question tu parles de sciences du bâtiment, on sait bien que l'enveloppe du bâtiment, ça relève de l'architecte. C'est exclusif à l'architecte. Pourtant, il y a des bureaux en sciences du bâtiment qui sont là pour aider les architectes et beaucoup de bureaux d'architectes font appel à ces bureaux de sciences du bâtiment-là. Et je pense que c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal aussi d'avoir cette spécificité-là à travers différents bureaux. Donc, le meilleur exemple, c'est le code de l'énergie. Je veux dire, ça peut pas être tous les architectes qui connaissent le code de l'énergie. Ça prend des gens qui sont spécialistes.
ça prend des ingénieurs qui vont faire les calculs. C'est le calcul, c'est exclusif aux ingénieurs pour toute la question de performance. Donc, je pense que la question du code de l'énergie, c'est un des jalons qui nous permettent d'obligatoirement se marier entre nous autres, entre les différentes professions. Parlons maintenant du club. C'était une énorme partie de ta vie. Oui, oui. Je pense que c'est une des belles périodes de ma vie, en fait. En fait, le club est né d'un bureau de consultants puis d'un laboratoire. Et en fait, c'était Patnaud Trump, ça s'appelait à l'origine le bureau de consultants, puis on avait Airins qui était le laboratoire. Puis c'est un mariage qui s'est fait assez rapidement. Ce qui était le fun, dans le fond, c'était vraiment la synergie entre des consultants qui travaillent en expertise, qui travaillent en mise en service, avec le développement de la mise en service en enveloppe du bâtiment qui n'existait pas vraiment. Hein. On se rapporte qu'il y a 25 ans, on avait de la mise en service au niveau de la mécanique, mais au niveau de l'enveloppe, c'était tout à fait nouveau. Puis je pense que le club, on était précurseur de ce côté-là. Puis dans le même bâtiment, en fait, on s'est tous mis dans le même bâtiment assez rapidement. On avait le laboratoire, donc on pouvait sortir puis aller voir les gens au laboratoire, expertiser des éléments. Puis je pense que ce qui faisait la force du club, puis peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est que on investissait beaucoup dans la recherche. On investissait, dans le fond, ce qui sortait en bout de l'année, finalement, on le remettait à travers vraiment des études parce qu'on laissait beaucoup de latitude à tout le monde de faire des recherches, d'aller plus loin à travers leur expertise qu'ils faisaient et de se rapprocher, entre autres, des gens du laboratoire en consultation expertise. C'était vraiment un mariage. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait la force du club durant les près de 20 ans que ça a existé comme tel. Et c'était comme, on avait le pôle formation, le pôle consultation, mise en service, puis laboratoire. Donc, on avait tous les éléments interreliés qui faisaient en sorte que ça nous permettait d'aller plus loin. Puis on n'arrêtait pas juste à faire des contrats, comme malheureusement, peut-être plusieurs bureaux font, c'est ça. Quand tu dis tout le monde faisait ses recherches ou tu laissais tout le monde faire ses recherches, je veux dire tout le monde dans le club? Oui. Ou tout le monde, OK. En fait, tout le monde, dans le fond, on était... moi, j'étais en charge de toute la partie consultation. On était tout de même 80, en tout 85 personnes. Puis on permettait aux gens d'aller au-delà de ce qui était facturable. Puis ça, c'est important parce que c'est ça qui permet de comprendre, bon, j'ai un système de mur, oui, tu peux dire tel élément, mais va chercher de l'information, regarde ce qui se fait ailleurs, va fouiller plus, puis surtout, ce qui est important, rapporte-nous ce que tu as appris. Et ça, on faisait des journées de formation, les journées clés qui, à chaque personne devait nous présenter ce qu'il avait appris dans certains dossiers, au-delà des choses qui sont plus quotidiennes comme telles. Donc, c'est vraiment cette twist-là, je pense, qui permettait à tout le monde d'en apprendre toujours. Et cette synergie-là, je pense qu'on l'a eu. Puis en plus, on avait tout de même 3 bureaux, Varennes, Québec, puis Ottawa. Puis c'était pas facile non plus de tout regrouper ces gens-là. Et je pense qu'on a réussi à le faire là dans ces 20 années-là que ça a existé, qui était d'une manière super intéressante. Ça a été vraiment comme je dis, des belles années. Je vous parlais de la CSDM. La CSDM était ouverte, mais nous autres, on était ouverts à faire des tests qui n'existaient pas. Je vais vous donner un exemple. Le mouillage d'une brique dans un mur creux. On n'a pas de normes sur les murs creux. On n'a pas de livre qui nous permet de lire comment qu'on faisait un mur creux ici au Québec. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est comment qu'un mur creux peut réagir en fonction d'un patron de mouillage. Donc, on est allé voir les gens du laboratoire qui ont développé une procédure. Et là, on s'est mis un paquet de tuyaux. On a fait couler sur les façades. On s'est fait des chambres de décompression à l'intérieur, vraiment pour ne pas changer les conditions, pour essayer de comprendre comment fonctionne un mur creux. Ce que personne n'avait fait comme tel, dans le fond. Et c'est ce genre de choses, finalement, que d'une part, on avait des clients qui étaient ouverts, mais d'autre part, nous autres, on était prêts à investir du temps qui allait bien au-delà de l'expertise standard. Oui, puis, tu sais, on pense souvent aux scientifiques ou, tu sais, mettons, les laboratoires de recherche, on a l'image de, justement, la personne avec son sarrau blanc, ses lunettes de protection, puis c'est pas ses écouteurs, mais ses protège-oreilles. Mais puis c'est très, très cartésien, très rigoureux. C'est vrai que la science se veut rigoureuse, c'est le but de la démarche scientifique. Mais
il y a comme un contraste aussi pour arriver à repousser les limites. Ça prend de la liberté, ça prend une créativité, ça prend un esprit qui est capable de vagabonder, dans le fond, vers quelque chose d'inconnu pour justement faire, OK, on va juste tourner chacune des pierres par terre, voir qu'est-ce qui se passe, juste pas parce que c'est un protocole, pour aller justement découvrir, puis après ça, on fait, on va découvrir quelque chose, un peu comme, je sais pas si c'est le bon terme, c'est la sérendipité. Non, tu te fais juste y aller, tu te découvres au fur et à mesure, en fait. Non, c'est l'approche holistique, en fait. C'est que tu essaies quelque chose, puis tu vas le découvrir. Tu le rapatries après ça dans un point de vue plus technique, scientifique, parce que c'est beau là, aller vagabonder avec des papillons, avec les fleurs, mais maintenant, il faut que tu ramènes quelque chose de technique. Il y a quelque chose de très créatif aussi à travers ça. Qu'est-ce que vous avez découvert, justement, d'intéressant dans ces approches-là, un peu pas holistiques, mais créatives ou dans l'extension des recherches? C'est comme un top 3, là, tu parlais de la brique mouillée dans un mur creux. C'est comme quelque chose, ça fait, ça, c'était fascinant. Je peux te dire un top 2 qui me viennent tout de suite. Ouais. Le top 1, je pense, la question des écrans mur creux, là, le fonctionnement, ça a été vraiment ça. Ça a été très révélateur comme tel. Ça, c'est mon top 1. Comprendre comment ça marche, comprendre comment l'intercalaire, le petit espace, la coupure capillaire. En fait, le mur creux, c'est la naissance d'un parement, là. Donc, ça se décroche du massif comme tel. Comprendre le rôle que joue cette coupure-là pour limiter la quantité d'eau qui va rentrer à l'intérieur, puis comprendre que dans un mur creux, j'ai un mouvement d'air qui va se faire derrière le massif, qui est désiré, entre guillemets, qui va faire de l'assèchement. Puis là, on regarde dans le fond, j'ai un plancher qui est en bois de 1920, qui est pas pourri, parce que j'ai assez d'assèchement pour empêcher qu'il y ait un écoulement d'eau. Ça, là, ça a été, je dirais, le top 1. Le top 2, ça fait référence encore, je dirais, à la question, ça fait question à la masse. La masse thermique, comprendre, puis c'est à la base peut-être des recherches que j'ai faites plus tard, comment qu'un mur peut capter de la chaleur. Comment qu'un mur, par les systèmes de radiation, des systèmes de chauffage, entre autres, dans un massif, peut cumuler de la chaleur, on parle de 45, au moins 43, 45 degrés, sur une profondeur importante durant un certain temps. Ça, moi, je ne l'avais jamais mesuré comme tel. Là, on pouvait le mesurer avec des thermos, on pouvait le mesurer avec des moniteurs, des sondes qu'on mettait dans les murs. Donc, ça a été aussi une bonne révélation. Le troisième, c'est vraiment ce qu'on appelle la pression équilibrée dans les murs, qui est un concept qui est très peu utilisé encore. La compartimentation, autrement dit, dans nos écrans par pluie, là, de compartimenter pour faire des petits espaces qui vont créer comme des effets de ballon, autrement dit, qui vont limiter l'eau à entrer à travers le parement. Dans le fond, on va se créer comme une pression inverse par la création de petits compartiments. En fait, c'est très abstrait et au laboratoire, puis c'est Jean Loubert, je vais dire son nom parce que c'est vraiment une personne qui est curieuse de nature comme moi puis comme d'autres mondes. Il a fait une maquette qui pouvait simuler de la pression équilibrée pour qu'on comprenne comment ça marche. Puis après ça, qu'on montre aux gens, parce que quand on donnait des formations lors des architectes, tout ça, on faisait ça au CLED, donc on était capable de communiquer ça. Ça, c'est des découvertes qui sont importantes. C'est souvent des manières comment l'illustrer, comment le faire comprendre au monde. Fait que je te dirais que ces recherches-là, c'est des top 3. Il y en a d'autres, là, mais c'est des éléments qui sont importants, je pense, qu'on a fait ou qu'on faisait dans le CLIB. En fait, puis on va tourner la page du CLIB sûrement mais ce qui est intéressant, c'est que le laboratoire était ouvert. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Là. Quand on donnait des cours aussi dans le laboratoire. On faisait des concours d'étanchéité. Donc, on prenait des maquettes, jonction de murs, tout ça. Les gens qui suivaient les cours, on faisait des groupes, puis on avait des concours sur 1 heure pour faire la meilleure étanchéité. Puis après ça, on mettait ça en chambre, puis on regardait c'était quoi les taux de fuite d'air que ça donnait. Et les gens comprenaient c'était quoi l'étanchéité à l'air. Parce qu'il faisait pas juste le dessiner, il faisait pas juste comprendre de façon théorique, il appliquait les membranes d'étanchéité. Il comprenait après ça c'était quoi les ondes de fuite d'air, tout ça. Et ça, j'appelle ça comme la démocratisation du laboratoire, là. Malheureusement, ça se fait plus parce que c'est des conditions différentes, mais au CLEB, on le faisait. On faisait cette ouverture-là qui était, je pense, qui était un gros plus pour
tous les gens, que ce soit des ingénieurs, technologues, architectes, les acteurs de l'industrie, là, qui pouvaient venir puis comprendre comment ça se passait. Par curiosité, Kleb, là, juste pour nos auditeurs, ça veut dire quoi? Ça, on s'est cassé la tête pour trouver. C'était pas évident. C'est conseil et laboratoire en enveloppe du bâtiment. Donc, on cherchait vraiment un nom qui faisait le lien entre consultant puis laboratoire, oui. ce qui se disait bien. Donc, c'est pour ça que le club est arrivé. Ça a été comme une illumination. À un moment donné, un soir, tout le monde cherchait un nom. Et c'est pour ça que ça s'est appelé le club, c'est ça. Et là, il y a quelques années, le club a été racheté par le géant UL. Oui, c'est ça. Mais c'était pas la fin de laboratoire pour toi. Pas pour moi. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est sûr que le cadre change. Hein. Quand tu es une petite équipe de 80 personnes, tu tombes à 15 000 personnes. Quand on est, je dirais, dans un mode horizontal où on est tous, je dis pas quasiment du même niveau, mais je veux dire, il y a peu de patrons. Là, on est toutes des petites équipes à l'horizontale. Puis on tombe, moi, je te dirais, avec 5 ou 6 patrons au-dessus de toi. Donc, c'est très lourd comme tel. Ça l'a changé, c'est certain, la dynamique. Ça a changé la dynamique. Et le laboratoire était vraiment important pour UL. Il est encore très important. Il a pris beaucoup d'expansion. Et la question consultation, ça c'est moins dans les, je dirais, dans les veines d'un organisme de certification de normalisation comme UL, c'est ça. Et moi, je suis resté là. Je devais rester là, mais j'avais le goût de faire autre chose. Je me disais, je suis pas si vieux que ça, mais je me disais, il me reste une dizaine d'années peut-être. J'ai pas le goût de poursuivre je pense que j'avais accompli ce que j'avais à faire au niveau du club, au niveau de l'enseignement, tout ça, à travers les formations qu'on avait montées au club. Ben, je me suis dit, j'ai le goût de me faire plaisir, puis je vais faire ce que j'ai jamais fait. Premièrement, je vais faire des plans de maison. Ça, c'est la première chose. J'ai toujours travaillé dans l'institutionnel, commercial institutionnel, dans le gros bâtiment. Je me suis dit, je vais travailler à petite échelle, puis cette petite échelle-là va me permettre de faire des études comparatives, ce que je n'étais pas capable de faire dans le gros bâtiment. Parce que dans le fond, t'es pas un architecte conventionnel qui va justement aller créer des plans de maison pour monsieur, madame, tout le monde. Tu le fais vraiment à titre de recherche. Je crois que c'est là justement qui est venue l'idée de ton laboratoire vivant. Donc, tu voulais continuer cette notion de laboratoire à échelle peut-être plus je dirais pas petite, mais plus contrôlable, je dirais. Contrôlable, oui, ouais. Voilà le terme. Et c'est ça. Alors, parle-nous un peu alors de où est-ce qu'en est venue l'idée, puis comment tu as commencé à exécuter ce beau projet-là? Bon, ça a commencé avec la recherche d'un terrain sur le bord d'une rivière. C'était la première chose. J'avais le goût de... Bon, moi, j'étais un citadin, là. Ma maison a toujours été dans le Vieux-Québec, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'ai toujours habité dans des vieilles maisons aussi. C'était une maison centenaire que j'avais. J'avais le goût de me construire quelque chose. J'avais le goût d'avoir un terrain un petit peu plus en campagne. Et la première idée, avant de dire je vais faire plusieurs maisons, ça a été vraiment de dire je vais me construire une maison. Puis, je vais mettre en application ce qu'on a mis souvent dans l'institutionnel, c'est-à-dire le mur parfait, le perfect wall. C'était ma première volonté, avant que ça s'appelle Auvergne Laboratoire Vivant, c'était de me construire une maison, d'appliquer les principes que j'avais appliqués dans le gros bâtiment, voir comment on peut les appliquer dans le résidentiel et de voir comment ça se comporte. C'est sûr que l'expérience qu'on avait au club en termes de suivi sur le site, on parle de monitorage. Je dirais que on est souvent allé beaucoup plus loin que l'expertise comme telle. On parle de thermographie, d'infiltrométrie, monitorage. Donc, la question du monitorage m'a toujours passionné. J'en ai toujours fait depuis 30 ans. Je dirais depuis quasiment 30 ans, d'installer des sondes dans les murs, puis chercher à comprendre au niveau humidité, température, comment ça se comporte. Donc ça, j'avais vraiment ça en tête, puis je voulais voir dans le mur parfait, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'études. En fait, j'étais l'année d'avant l'APCHQ, donc on se précédait ou on se suivait. Là, l'APCHQ entamait sa recherche l'année après que j'ai construit ici. Donc, ma première maison, ça a été ce premier laboratoire de recherche-là qui me permettait de comprendre comment ça marchait,
c'était quoi les faiblesses que je pouvais avoir dans l'enveloppe et comment, quels avantages j'en tirais. Mais j'avais juste une première maison comme telle. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mm-hmm. Mais là, on aborde encore le sujet du mur parfait qu'on a parlé avec Marco Lassalle dans l'épisode 13 de la saison 1 du podcast. On a parlé aussi avec Robert Rozon avec de Uber Engineering. Engineer Woods, en tout cas ceux qui font le Zip système. Toi, c'est quoi ton expérience à date? Mais non, pas ton expérience. Ta conclusion suite à ton monitorage, ça fait quoi, 5 ans que tu as commencé à construire tes bâtiments à l'Auvergne? Oui, c'est 2019, donc oui, ça fait 6 ans. 5-6 ans. Ouais. À date, quelle est ta conclusion de Master Architect par rapport à ça? En fait, pour la première étude que j'ai faite, puis en passant, les études étaient en collaboration avec d'autres groupes, là, dont la Société d'habitation du Québec. Donc, ça a toujours été mon partenaire avec d'autres, mais dans cette première phase-là, pour la maison où je suis présentement, j'ai ces deux, mon bureau puis ma maison. C'est certain qu'il y a des avantages incontestables au niveau du mur parfait. On va prendre, par exemple, au niveau de la construction, au niveau de la protection de chantier. C'est comme si c'est certain qu'on abrite le bâtiment beaucoup plus rapidement. Donc, au niveau mise en œuvre, c'est un gros plus quand on construit sur place. Là. La mise en œuvre d'un mur parfait, ça, c'est une chose. La question de la facilité d'exécution, parce qu'en fait, on a juste un plan d'étanchéité. Je pense que vous en avez parlé avec Marco, ça, c'est très clair. Là. Mon plan d'étanchéité à l'air, à la vapeur d'eau et à l'eau, ça se trouve à être ma membrane d'étanchéité. Et la question de confort à l'intérieur, en fait, c'est que j'ai pas de pont thermique. Hein, si je fais une très bonne exécution de mon enveloppe, je diminue considérablement mes ponts thermiques. Ce qui fait que les taux de fuite d'air, quand c'est bien fait, sont très bas. Donc, on est capable d'atteindre des taux de fuite, on va parler de 0.6, donc moins de passivas, Felipe, c'est 0.6, c'est ça? Oui, c'est exact. Bon, c'est ça. Donc, c'est assez facile d'avoir 0.6 et moins, là, avec des enveloppes qui ont une grosse couverte étanche à l'air qui est facile à poser et facile aussi à améliorer. Parce qu'on fait notre test d'étanchéité à l'air, puis on est capable de corriger facilement avec ces membranes-là. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais ma question par après, parce que j'avais pas de comparaison, j'avais juste une membrane, j'avais juste une maison Perfect Wall. Je dis, c'est beau, ça a bien été tout ça. Là est venue ma deuxième phase, c'est de dire, mais si je fais deux bâtiments, un bâtiment qui est fait avec Perfect Wall, puis un autre bâtiment pareil, identique, qui va être fait de façon plus conventionnelle au niveau confort, au niveau efficacité énergétique, au niveau fuite d'air, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est la phase 2. Donc, ça, c'est en 2021. Et là, ça commence à être ma répétition de... là, je suis condamné à faire des bâtiments identiques, ce qui est pas belle fun pour un architecte, parce que tous mes bâtiments, tous les 3 autres, finalement, sont tout à fait identiques parce que je dois comparer des pommes avec des pommes. Et cette phase-là a été intéressante parce qu'elle a mis en évidence, on a fait un suivi, on a fait du monitorage durant 1 an complet. Ça nous a permis de voir, premièrement, les faiblesses liées au mur parfait par rapport à la réalisation. Donc, autant je vous disais que quand c'est bien réalisé, on peut avoir des taux de fuite qui sont très bas. Autant la moindre faiblesse ou la moindre paille, étant donné que je n'ai pas d'autres plans d'étanchéité, ça ne pardonne pas. Et ça, faut le comprendre. Si on n'a pas un processus de suivi qui est rigoureux pour, je parle d'infiltrométrie, dans le cas d'une thermographie, avec infiltrométrie, c'est l'idéal là, de comprendre comment ça marche. On peut avoir des problèmes majeurs en raison finalement de fuite d'air majeure parce qu'on a juste une pellicule, là, une membrane qui va agir dans tous les sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question... moi, l'effet tambour, je l'ai pas. Je l'ai pas, l'effet tambour, parce qu'on comprend que c'est une ossature qui est vide, le mur parfait. Parce que c'est des petits bâtiments. L'effet tambour est réduit aussi avec des fourrures supplémentaires qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que on créera pas tous des petits compartiments qui sont clos. Par contre, et là, moi, je suis pas acousticien, mais c'est en parlant avec un acousticien dans le cadre de mes recherches,
cet élément-là d'acoustique va devenir assez rapidement un problème, un défi. Je dirais pas un problème, un défi, où on va devoir mettre de l'isolant aussi dans la cavité, une certaine quantité. Et là, c'est tout le jeu entre la quantité d'isolation, qu'elle soit acoustique ou non, là, la quantité d'isolation que je dois mettre, tout en gardant mes risques de condensation du côté extérieur à mes plans d'étanchéité. Fait que ça, c'est le jeu où, quand on n'est pas dans l'habitation, on contrôle tout. On contrôle tout dans le commercial, dans les bâtiments, dans le bureau. Je veux dire, on contrôle à peu près tout. Dans l'habitation, on ne contrôle rien. Parce que on ne sait pas ce que les gens vont faire, on ne sait pas comment les gens vont habiter leur milieu, on ne sait pas s'ils partent le ventilateur quand ils prennent leur douche. Donc, lorsqu'on fait des modélisations, souvent à 35% d'humidité relative, je trouve qu'on est extrêmement conservateur. Et moi, quand on fait des modélisations, on monte jusqu'à 50%. Pourquoi? Parce que même si c'est pas selon les normes ASHRAE, moi, je pense qu'on peut avoir des conditions intérieures qui sont passablement plus graves. Et c'est là que, quand on prend notre mur parfait qui est isolé en gelée montant, il peut avoir des risques de condensation. Et dans le bâtiment résidentiel, ben on sait qu'on va avoir quelque chose de putrescible à quelque part là entre mon plan d'étanchéité et l'intérieur au niveau de mes montants. Donc, ça, c'est un point de faiblesse, je dirais, dans le mur parfait. Oui, mais tu parlais de l'effet tambour. En fait, l'effet tambour, tu veux dire, c'est au niveau que si, mettons, tu mets le gyps directement sur tes montants intérieurs, juste rappeler à nos auditeurs, le mur parfait, dans le fond, tu isoles tout par l'extérieur. Oui. Tes montants à l'extérieur, donc tes studs, tes câbles de persiste, tu n'as pas besoin de mettre d'isolant dans le mur parfait. C'est un des avantages. Tu peux passer ton électricité, ta plomberie, ta mécanique, etc. Donc, c'est un peu à l'envers du mur conventionnel actuel là, qu'on part des gens construisent. Mais là, le désavantage, si tu mets du gyps directement là-dessus, chaque cavité entre tes montants au 16 ou au 24 salles deviennent une espèce de tambour parce que le gyps a une espèce de flexibilité. Si tu cognes dessus, ça va résonner. Oui. Donc, là, ce que tu dis, c'est que si on met de la forens, c'était une de nos questions, en fait, pour toi, hein, parce qu'on avait remarqué, on l'a vu. Fait que dans le fond, c'est effectivement, en mettant une forens, tu ajoutes un jeu d'air, au moins 3/4 de pouce, fait en sorte que tu as moins cet effet-là, parce que l'air est communicant entre les... Ça peut aider. Ça peut aider, mais ça dépend de la grandeur des espaces. Tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de jeu, et ça, c'est un des éléments pourquoi moi j'ai mis des fourrures. Mais il faut toujours garder en tête que dans l'habitation, on ne contrôle pas les humidités. Puis, il faut, en modélisation, quand on choisit un système, dont le mur parfait, il faut penser qu'on a des humidités qui sont beaucoup plus importantes. Donc, à quelque part, il faut que nos murs, que ce soit un mur parfait ou un autre type de mur, puissent bien réagir. Oui. Alors que si on va dans le mur conventionnel, le mur conventionnel a plusieurs plans d'étanchéité. Et moi, ben, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, les bâtiments conventionnels, ils ont 2 plans d'étanchéité à l'air. Je mets toujours 2 par air. En fait, on peut mettre... ceinture et bretelles. Oui, c'est ça. Puis ça coûte pas plus cher parce qu'on a les membranes en place souvent, c'est ça. Mais on peut tout de même se servir... Moi, j'ai des freins vapeur, donc j'ai des membranes qui respirent, des membranes hygrovariables qu'on appelle, donc qui peuvent permettre un assèchement dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, je peux avoir une bonne étanchéité à l'air qui est faite avec ces membranes-là et je peux avoir une bonne étanchéité à l'air qui est faite dehors. Donc, je multiplie mes plans d'étanchéité, ce qui fait en sorte que si j'ai une faiblesse dans un des plans, je peux compenser par l'autre plan. Et en fait, quand on a vraiment fait les infiltrométries des 2 systèmes, les 2 jumeaux qu'on a construits en 2021, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a, au niveau des fuites d'air en général, il y en a moins dans le bâtiment, le mur parfait, mais au niveau de l'impact des fuites d'air, certaines fuites d'air du mur parfait qu'on avait avaient beaucoup plus d'impact parce que dans le fond, j'avais juste, comme je disais, un plan d'étanchéité. Donc, je suis pas prêt à dire que le mur, on l'appelle le mur parfait, on sait tous pas passer parfait, là, c'est le nom qui est donné aux États-Unis depuis 40 ans. Mais en fait, c'est pas nécessairement, je pense que c'est pas nécessairement la voie unique là, ou la voie idéale à faire dans un bâtiment résidentiel, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai continué ma recherche, puis mon 3e bâtiment,
c'est pas, de toute façon, je pense que le mur parfait, je l'ai expertisé, j'en ai tiré des conclusions super intéressantes aussi. Je vous en fais part, mais j'ai pas continué dans cette recherche-là du mur parfait par la suite. C'est ça, j'ai réorienté la suite de mes recherches. Mais ça. encore, c'est vers quoi tu t'es réorienté? Mais c'est ça. En fait, j'ai toujours des idées, mais ces idées-là viennent pas nécessairement de dire je veux faire des recherches comme telles. En décembre 2022, j'ai vécu un événement grave que tout le monde a vécu, mais surtout dans le coin ici, une panne électrique qui a duré une semaine. Et j'ai été obligé de subir finalement cette panne-là dans les 3 bâtiments. Je chauffais au doigt, tout ça, et j'ai constaté qu'il y avait une perte de chaleur, évidemment, une perte de température qui se faisait, une perte de température ambiante. Et je me suis posé la question, je me suis dit, comment qu'on pourrait faire pour développer des enveloppes résilientes par rapport justement à la question des pannes électriques, à la question de l'absence de courant électrique. Comment que mon enveloppe pourrait contribuer à capter cette chaleur-là que j'ai, puis pas trop la perdre rapidement. Et c'est là l'idée m'est venue de dire, ben voilà, je vais essayer, et c'est une tentative, parce que je suis encore à la période tentative, on est en pleine lecture de données, là, je vais essayer de développer un système d'enveloppe et faire en sorte que je pourrais capter une certaine quantité de chaleur. Donc, je pourrais stocker de la chaleur et la restituer avec un certain délai. Donc, c'est là qu'est venue mon idée de dire, ben, je pourrais faire un 3e bâtiment, toujours pareil comme les autres. Donc, c'est ça qui est plate dans ma quête personnelle. Là, je pense pas que c'est plate, je pense que c'est admirable parce que c'est le même bâtiment, mais c'est juste l'enveloppe qui change. Je crois que c'est encore plus fou. Je pense pas que tu donnes assez de crédit là, à ce niveau-là. Vraiment, là, c'est... Non, sauf que je peux vous dire que je suis quelqu'un, si vous saviez le nombre de maquettes que je fais pour m'amuser, pour faire différentes maisons, différents chalets, tout ça. J'aurais plein d'idées pour en faire d'autres, mais effectivement, j'ai construit un 3e chalet. Donc, j'en ai 4, mais un 3e pavillon, là. J'appelle ça chalet parce que c'était loué, là, mais un 3e pavillon identique pour essayer de faire cette démarche-là. Et là, je me suis outillé. Effectivement, ça coûte cher, hein, faire des recherches comme ça. Faut le construire, mais ça, la construction, je me dis, c'est moi, puis après ça, je l'administre, puis je la loue, tout ça. On va en parler un petit peu plus tard, mais en fait, la recherche coûte cher au niveau équipement, au niveau temps aussi. Puis moi, je suis pas spécialiste en tout, là. Je me considère un généraliste en sciences du bâtiment. J'ai besoin de quelqu'un qui fait mes modélisations au niveau de l'empreinte carbone. J'ai besoin de quelqu'un qui fait mes modélisations énergétiques. J'ai besoin de quelqu'un qui fait mes modélisations hygrothermiques. J'ai besoin de plein de monde autour de moi, finalement, qui vont m'aider. Et là, en plus, avec cette étape-là, j'avais besoin de quelqu'un qui développerait des modèles théoriques pour faire du calcul de perte de chaleur, donc d'inertie thermique. Et je connaissais pas ça, j'avais aucune idée. Et c'est là que je me suis tourné vers l'école de génie du bois parce que j'ai travaillé pas mal avec eux autres assez souvent. Donc, c'est des gens qui sont super curieux, super intéressants, toujours développer des projets. Et avec l'équipe de l'école de génie du bois, ben, on est allé chercher des gens au doctorat pour développer finalement des modèles afin de nous permettre de développer des systèmes de murs puis les comparer. Donc, dans cette recherche-là, la première chose qu'on a faite, c'est que moi, j'ai développé 26 coupes de murs, donc de différentes façons. Il y avait un paquet. Et là, après ça, on est allé en modélisation avec Leonardo, qui est c'est celui qui fait son doctorat présentement dans la mécanique du bâtiment. Donc, lui avait développé son modèle pour faire du calcul d'inertie thermique. Et à partir de là, on les a éliminés pour en garder 5. Les 5 systèmes de murs, après ça, on est allé en empreinte carbone, on est allé en modélisation énergétique, puis en modèle hygrothermique, donc des simulations Wi-Fi, là, comprendre comment ça se passe à l'intérieur, pour finalement en garder un seul. Et c'est ce système de murs-là qu'on a décidé de construire. Donc, ça a été vraiment une sélection naturelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, à travers vraiment un paquet d'informations. Et quand on parlait au début de transfert, pas transfert de connaissances, mais de synergie entre différents professionnels, je l'ai vécu là parce que, en fait, j'avais des gens autour de la table qui étaient intéressés par mon projet
des gens qui venaient de différentes sphères. C'était pas des gens uniquement en génie du bois. J'avais des gens qui étaient plus en empreinte carbone. J'avais tous les gens en génie mécanique. Donc, c'était vraiment des gens qui m'apportaient des connaissances que moi, j'ai pas du tout. Donc, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Donc, ça a été vraiment une belle expérience à ce niveau-là. Et après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en banc d'essai. Donc, j'ai un étudiant qui travaillait avec moi jusqu'au mois d'août, là, durant pratiquement quasiment 2 ans. On a construit en banc d'essai, donc en chambre thermique, les 3 murs de mes 3 bâtiments pour connaître vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur au niveau du comportement de l'humidité, de la température. Donc, on a vraiment pris des modèles, puis après ça, de dire, on va comparer en service, donc pour de vrai, cet hiver puis l'été prochain, les 3 bâtiments, donc les 3 enveloppes du bâtiment. Alors, c'est ça, finalement, ma troisième phase. Là, tu as dit 26 coupes de mur, tu as fait des calculs d'inertie thermique. On va avoir une question pour toi là-dessus. Tu en regardes 5, test WOFI, tu en as regardé 1. Oui. Tu gagnes de nous dire, c'est quoi cette composition-là que tu as regardée? Oui. Puis, mais la chose que je peux vous dire, c'est que je vous l'ai dit, mais c'est peut-être pas elle. En fait, quand on fait de la recherche, moi, je la vois comme ça, moi, je vends rien. Donc, je m'attends à rien. Je m'attends pas à ce que ça marche. Je m'attends à avoir des réponses, puis si ça marche pas, ou si ça marche à moitié, on va essayer de trouver comment on peut l'améliorer. Ce qu'on a fait, c'est que on est parti de la base, je suis parti de la base là, que ça me prend de la masse, puis ça me prend de l'isolant. Hein, c'est les 2 choses. Puis ça, c'est le conflit, là. Parce que la masse, c'est du poids, c'est de la densité, puis de l'isolant, c'est de l'air. Donc, en fait, j'ai essayé de travailler avec des matériaux contemporains. Évidemment, c'est pas des murs de pierre comme tels. J'ai utilisé de la fibre de bois. Donc, j'ai utilisé les panneaux qui sont faits par Matériaux Louisville, là, les panneaux Eco4 qu'on appelle. Donc, des panneaux qui sont denses, des panneaux qui sont des régulateurs d'humidité, donc qui sont intéressants et qui ont une certaine masse au niveau un certain stockage de chaleur. Donc, j'ai utilisé ces matériaux-là. Puis j'en ai utilisé 2, donc une grosse épaisseur. Là, on va parler de 75 mm de masse de fibre de bois. Puis à ça, finalement, j'ai rajouté des matériaux qui sont plus denses au niveau de l'isolation. Moi, je travaille beaucoup avec le chanvre. Donc, j'utilise du chanvre à travers cette composition-là. Et pour l'extérieur, parce qu'il faut que je travaille la surchauffe l'été, puis le gain de chaleur l'hiver. Donc, je suis allé aussi c'est une composition, on est allé avec de la fibre de roche, des panneaux rigides en fibre de roche du côté extérieur. Donc, c'était le seul matériau que je trouvais là qui me permettait de capter ou de ralentir le plus le transfert de chaleur. Et ce qu'on a travaillé beaucoup à travers les modélisations, c'est qu'on n'a pas travaillé en 2x6 ou en 2x8. Finalement, on a travaillé en 2x4. On a travaillé en 2x4. Pourquoi? Justement, pour en faire un petit mur parfait, entre guillemets. Il est pas parfait, il est, je dirais, imparfait, mais il est beaucoup, beaucoup isolé par l'extérieur parce qu'en fait, j'ai de la fibre de bois puis j'ai de la fibre de roche qui sont isolées par l'extérieur, ce qui fait que ma zone à risque de condensation, je la déplace vers l'extérieur, un peu comme les avantages du mur parfait, en utilisant le 2x4. Et on a beaucoup hésité parce qu'au niveau du gain thermique, le 2x6 puis le 2x4 s'équivalait, mais avec les modélisations WOFI, puis en mettant du 50% d'humidité relative, comme je le disais, à l'intérieur, on a préféré travailler avec des 2x4. Donc, c'est un mur qui est en 2x4, beaucoup de masse vers l'extérieur. Et ce que j'ai fait, en fait, moi, c'est des bâtiments qui se louent, donc je suis obligé de prendre des matériaux qui sont certifiés. La seule chose que je peux mettre comme revêtement intérieur, en fait, c'est du gyps. Donc, j'ai mis une masse de gyps. Au lieu de mettre 1 demi-pouce de gyps, j'ai mis 2 rangs de demi-pouce. Donc, j'ai vraiment 25 mm, 1 pouce de gyps à l'intérieur. À refaire ou avec, j'aimerais ça, utiliser les panneaux de béton de chambre. Ce serait super intéressant. Ce serait probablement encore plus propice à l'étude que je fais. Mais je pouvais pas le faire parce que j'ai pas de confirmation. Si jamais il y avait quelque chose, je suis responsable en quelque sorte là. Mais dans une étape ultérieure, si on avance de ce côté-là, tant mieux si je serais capable d'utiliser un matériau qui est à base biosourcé aussi, parce qu'à peu près tous mes matériaux sont biosourcés finalement à travers cette enveloppe-là. On parlait, tu as soulevé tellement de bons points là, mais là tu as parlé de calcul de carbone intrinsèque. Oui. On en parle de plus en plus dans nos différents podcasts. On est vendu nous-mêmes, là, Philippe et moi. Mais c'est quand même
c'est quand même avant-gardiste. Plus ou moins parce que dans pas long, on va être obligé de le compter, là, je pense en 2030. Comment le gouvernement va demander. 2030 au niveau fédéral, donc on peut peut-être penser 2035 au niveau québécois. Là. Je crois que c'est compliqué parce que vous savez que le Québec veut se doter d'un code québécois. Hein? Philippe, tu étais là l'autre fois avec les gens, on était ensemble. Là. Donc, peut-être ça va prendre plus de temps, mais on peut peut-être espérer pour 2030 aussi pour le Québec. Fait que oui, Jean-Sébastien, si tu parlais. Mais mettons pour un néophyte ou quelqu'un qui nous écoute qui entend parler de ça, fait bon, encore une autre affaire à calculer. Là. C'est quoi la pertinence réelle de calculer l'empreinte carbone? La pertinence, en fait, c'est il y a quelque chose qu'on a de la misère à comprendre d'abord, là, c'est qu'on ne sait pas comment la calculer. Parce que c'est pas dormi ici. Puis déjà, en France, ils ont commencé à parler, parce qu'on parle beaucoup de carbonégatif. On parle ici de captage de carbone, de carboneutralité ou de carbonégatif comme tel. À la base, pour répondre à ta question, mesurer l'empreinte carbone, c'est certain que c'est intéressant dans le cadre où on va réduire évidemment nos gaz à effet de serre. Et cette empreinte-là est en lien direct avec la masse ou la quantité de matériaux qu'on va avoir. Au niveau de l'exploitation, on le sait, puis je suis pas du tout spécialiste, mais au niveau de l'exploitation, on n'a pas vraiment de problème parce qu'on va prendre l'énergie sur 60 ans d'un bâtiment. Si c'est de l'hydroélectricité, ça n'équivaut même pas à la masse ou la quantité d'énergie qu'on va mettre pour construire le bâtiment. Quand on a un bâtiment neuf, c'est un net avantage quand on a de l'existant. Donc, le bâtiment neuf, lui, va engendrer beaucoup d'énergie intrinsèque. Plus il utilise de matériaux peuvent capter le carbone. On va parler du chanvre, on va parler de n'importe quelle fibre. Là, il y a la fibre de sauge qui commence, je lisais ça dernièrement. Un isolant en fibre de sauge que le CEREX, c'est un petit laboratoire là, dans le bout du fleuve qui ont commencé à développer. Ça, c'est intéressant parce que le sauge, il pousse très vite aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se développent. C'est intéressant, mais il va toujours rester cette question-là. Comment qu'on calcule le carbone? Et ça, c'est pas réglé. Puis il y a eu des débats durant des années en France. Je fais référence à la France parce que j'étais allé tout de même avec une conférence qui expliquait comment maintenant on va donner des ratios, des pourcentages en fonction du type de matériau utilisé. Parce qu'ici, c'est trop simple de dire on arrive au carbonégatif super facilement. Aussitôt qu'on a du bois et aussitôt qu'on engendre des activités, parce que vous savez que, pas malheureusement, mais c'est dans plusieurs projets maintenant, on va calculer l'activité à l'intérieur. Par exemple, si vous avez un commerce au rez-de-chaussée d'un immeuble qui va vendre, je sais pas, des produits qui sont des produits biogéniques, peu importe, là, on va calculer l'empreinte environnementale négative. On va l'intégrer dans le bâtiment complet. Et ça commence à être pas mal loin, là. Puis on n'a pas de manière de comparer. Je reviens des pommes avec des pommes. Puis encore là, j'étais à une conférence qui était super intéressante d'un projet qui était un gros projet à Montréal qui est ultra carbonégatif. Je regardais ça puis je disais comment il peut arriver là. Puis j'étais allé voir le conférencier puis il m'avait sorti toute sa manière de calculer qui comprenait toute l'activité intérieure qu'il y aurait dans le bâtiment. Donc, à quelque part, j'ai pas de réponse. Ma première réponse, c'est entendons-nous pour la manière de le calculer d'abord, puis après ça, on va se donner une base solide finalement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire d'ici 2030 là, pour probablement qu'on va s'inspirer de ce qui se fait en Europe. Là, il y en a d'autres qui sont cassés la tête avant nous pour calculer la meilleure. Donc, en fait, mon enveloppe, quand je te parlais du carbone intrinsèque, c'était vraiment le choix des matériaux où je m'en venais, par exemple, avec une fibre de roche qui engendre finalement par son procédé de fabrication de l'énergie par rapport à d'autres matériaux comme la fibre de bois, c'est beaucoup moins comme tel, c'est du collage comme tel, là, puis de la pression. Mais c'était de voir justement comment, et avec la personne, on a vraiment calculé en considérant le carbone intrinsèque dans le bois et en ne le considérant pas, parce que c'est évident que j'arrive dans le carbonégatif super facilement. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention avec tout cet élément-là. Et je pense que on a beaucoup de chemin à faire, en tout cas au niveau des architectes, possiblement au niveau des gens, les ingénieurs en bâtiment, là, on a beaucoup d'apprentissage à faire pour comprendre. Puis moi, le premier, là,
tout cet élément-là, ça doit être vu dans un contexte global. On peut pas voir l'empreinte carbone, on peut pas voir l'efficacité énergétique de façon séparée. Là, c'est interrelié. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je crois que tu es vraiment dans la quête du mur parfait. Tu sais, le mur parfait, en fait, faut considérer plusieurs éléments. Puis je crois que c'est ça que tu essaies de faire justement avec ton laboratoire vivant. C'est, oui, il faut considérer la masse thermique, il faut considérer l'empreinte de carbone, il faut considérer le coût, la faisabilité, il faut considérer la science du bâtiment, il faut considérer la performance énergétique. Il y en a tellement d'éléments, c'est facile à se perdre. Le confort des gens, ça, c'est un élément important parce que quand on parle de système, premièrement, le système qui est là, le troisième bâtiment, on a fait c'est la MRC. La MRC, qui était de mes partenaires, avait fait comment on appelle ça, une mêlée de presse. Là, je pense qu'on était 20 dans le chalet en même temps. Et les gens faisaient les commentaires en rentrant. Ils disaient, c'est drôle, on n'entend rien de l'extérieur. Au niveau acoustique, il était super intéressant. Puis quand on rentre dans le bâtiment, il y a comme un effet d'apaisement à cause de la masse. Ça, c'est un élément de confort qu'on peut ajouter qui est important. Quand tu parles de tous les paramètres, il y en a plusieurs. L'élément de confort est en état. Et on parlait de l'efficacité énergétique. Et en fait, ce que j'ai présentement, je sais que c'est peut-être pas encore là la dernière étape. En fait, oui, je suis en quête de quelque chose. Je ferai pas le mur parfait. Je pense que la prochaine étape, je sais pas s'il va y avoir d'autres étapes, mais on s'en va en préfabrication. C'est de prendre ça, de dire maintenant comment des types de murs comme ça, on peut les overlapper le moins possible. Tout ça, comment qu'on peut aller en préfabrication dans des systèmes comme ça. Donc, il y a vraiment encore plein de choses qui peuvent être développées. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai hâte d'en entendre parler. Moi, j'ai une petite question au niveau de comment tu mesures. C'est quoi que tu utilises pour mesurer, disons, tes sensors? Comment est-ce que tu fais pour, après ça, analyser? C'est quoi ce processus-là? Est-ce que c'est faisable à une échelle, je te dirais, plus résidentielle ou c'est vraiment, il faut avoir des gros outils de laboratoire? Ah non, c'est faisable. Ce qui coûte cher, c'est les équipements. Après ça, c'est faisable. En fait, j'ai 2 types d'équipements. On va parler de lecture de monitoring, là, de monitorage qui se font. Ce sont vraiment des thermocouples, des petits fils qu'on va aller positionner durant la construction à différents niveaux de l'enveloppe, que ce soit au niveau des toitures, au niveau des murs comme tel, au niveau des orientations, au niveau des étages. Donc, vous voyez le patron, là, ça prend plus qu'un seul côté. Et ces thermocouples-là sont reliés à des enregistreurs de données. Dans 2 de mes pavillons, les 2 pavillons de 2021, c'est des enregistreurs où je vais me brancher à tous les 2 mois. Donc, moi, faut que j'aille près des murs, j'ouvre une boîte, je me branche après un petit boîtier, puis je prends les données. Maintenant, le dernier, c'est encore mieux, c'est tout Wi-Fi. Donc, les données vont directement toutes les 15 minutes dans un ordinateur à l'Université Laval. Ça, c'est des données de température puis d'humidité. Maintenant, ça prend quelqu'un pour les analyser. Et moi, je suis pas capable. Je suis capable de voir, parce que c'est énormément de données, il faut comprendre. Ça prend vraiment quelqu'un qui va comprendre tout l'aspect mécanique du bâtiment au niveau de l'humidité, des températures. Et j'ai quelqu'un à l'université qui fait ça, puis j'ai quelqu'un qui est un partenaire qui était au club puis qui travaille encore avec moi qui le fait pour analyser ces données-là, pour voir finalement, comparer d'un pavillon à l'autre, comment le transfert d'énergie va se faire, puis comment l'humidité va être gérée en fonction des températures, en fonction des saisons, de l'orientation, etc. Mais et en fonction des occupants hein, aussi, parce que tu as plusieurs personnes qui viennent, différentes familles, différentes habitudes. Oui. C'est un autre facteur à rajouter. Ben ça, c'est l'aspect espion. C'est l'aspect espion. Mais je le dis aux gens, je fais toujours des farces que j'ai pas de caméra, mais je les espionne parce que, en fait, j'ai 3 pavillons qui sont pas nécessairement habités de la même manière. Puis, j'ai des périodes où j'ai aucun des 3 qui sont habités. Donc, ça, c'est vraiment les zones où on est comparable. Là. On a toute la même orientation, on a toutes les mêmes consignes de température, d'humidité, donc on peut les comparer. Après ça, c'est les variables d'occupation. Et ça, à la phase actuelle, on l'a pas encore fait. Dans les autres phases, c'était super intéressant de voir, évidemment, comment le comportement affectait l'humidité dans l'enveloppe, ça c'est certain, mais comment ça influençait peu la consommation énergétique.
Et ça, parce que je regardais vraiment les familles et en fait, chaque famille ou chaque personne a son occupation personnelle et c'est extrêmement difficile à tirer des conclusions, de dire quand il y a plus, parce que plus on est là, plus on engendre de la chaleur aussi là. Donc on peut pas faire l'équation que plus il y a de monde, plus il y a de la consommation énergétique. Mais présentement, je peux vous dire qu'à l'étape où on est vraiment à cueillir d'informations pour les trois pavillons là. On n'est pas encore rendu à tirer des conclusions, c'est ça. Mais il y a tout le côté c'est comme je te dis, pas espion, là, mais de savoir la notion enfant-adulte, qui occupe les pavillons, puis comparer d'un pavillon à l'autre. Ouais. Moi, je retiens que pour bien tester les bâtiments, ça te prend des capteurs de température, d'humidité, des micros et des caméras. Ben écoute, j'en parlais avec un de mes amis ici qui est dans une firme de sciences de bâtiment, puis il m'a dit, si tu dois le tester, c'est pas vraiment pas la meilleure solution. Il m'a dit déjà, tu sais, c'est ce qu'il fait à longueur de journée. Il me dit, mais juste bien connaître intrinsèquement, disons, là, j'utilise peut-être pas le bon terme intrinsèquement, là, mais juste connaître les propriétés de chacun de ces matériaux-là, tu es capable déjà, juste par bonne connaissance de sciences du bâtiment, faire un bon bâtiment. C'est sûr qu'il y a des limites là, à tout ça, là. Mais tu sais, si tu utilises un matériau que tu sais qui est déjà biosourcé, tu sais qu'il va avoir une bonne empreinte intrinsèque, tu sais qu'au niveau de son hygrovariabilité, qui est quand même très ouvert à la vapeur, tu connais sa valeur R, tu es capable déjà, avec tes sciences de bâtiment, de bien construire un mur. Après ça, c'est toi, tu essaies de les pousser au prochain niveau. C'est ça, exactement. C'est là qu'est l'intérêt de soit que tu les pousses ou soit que tu fais vraiment une enveloppe qui est hors du commun comme tel. Là. Exact. Mais quand tu cherches à les pousser, puis quand tu parlais, est-ce que c'est abordable? Le problème, c'est pas une zone de capteur, c'est les orientations, c'est les étages. Donc, c'est là où ça prend plus qu'une zone. Donc, on se ramasse pas avec 15-20 lectures, on se ramasse à 80 lectures par pavillon comme tel. Et c'est ça qui est imposant, qui est lourd comme tel à analyser éventuellement. Et l'autre chose qu'on a faite aussi, ça a été super intéressant, c'est de simuler des pannes d'électricité. En fait, on a repris la panne d'électricité de 2022, de décembre 2022, puis on l'a d'une part modélisé avec en théorie la modélisation des types de murs, puis le mur qui a été construit, qu'on a modélisé avec la panne électrique, on l'a pas simulé, on l'a fait carrément. On a arrêté les systèmes de chauffage durant 5 jours dans les 3 pavillons cet hiver. Dans une zone où on était intéressant, il n'y a pas fait soleil ces 5 jours-là. Fait que ça m'a déjà facilité la chose parce qu'on a beau dire c'est la même canopée, c'est la même orientation, il y a des petites variations. Puis il a fait doux et très froid, pareil comme en décembre. Donc, on a vraiment un patron intéressant là, de base pour comparer. Ce qu'il me manque, puis je le dis à tout le monde, là, puis l'an prochain, je vais le faire, c'est d'avoir des comparés, même je sais que ce ne sera pas des maisons identiques, mais des maisons d'entrée de gamme. Savoir une maison code du bâtiment, une maison nouveau climat, comparer dans le fond la masse thermique ou l'inertie thermique d'une enveloppe standard par rapport à ces 3 enveloppes-là que j'ai ici. Et ça, ce serait vraiment un élément. Puis on avait trouvé des bâtiments, mais c'était trop tard. Là, avec les conditions du mois de mars que j'ai eu de température, j'ai pas pu le faire. Mais voyez-vous, c'est le genre de recherche supplémentaire que je veux faire pour essayer de trouver le plus de réponses possibles. Oui. Masse thermique, inertie thermique, isolation thermique, déphasage thermique. Ouais. Peux-tu nous aider à nous démêler là-dedans? Je peux vous aider, mais encore là, je suis pas un physicien et je vais vous l'expliquer de ma manière de vulgarisateur, je dirais, ou de la manière que je le comprends, puis comment je me suis intéressé à ça, parce que ça m'intéresse énormément, ce côté-là. Premièrement, on va juste faire la distinction entre l'isolation puis, dans le fond, la question de l'inertie. Quand on isole, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'air dans nos enveloppes pour ralentir. Dans le fond, on va ralentir le passage de la chaleur. Quand on fait du stockage de chaleur, où on veut développer de l'inertie, c'est qu'on veut pas juste ralentir dans le fond. On veut finalement qu'il y ait une absorption de chaleur qui soit faite à l'intérieur. Donc, on va faire appel, dans le fond, à des matériaux qui sont capables de prendre une quantité de chaleur, ce qu'un isolant, normalement, ne peut pas faire.
un isolant de fibre de verre là, ou un isolant standard contient de l'air, puis l'air, c'est vraiment pas le meilleur moyen pour absorber de la chaleur, évidemment. Donc, c'est vraiment ça. Donc, lorsqu'on parle d'isolation, on parle de transfert de chaleur, on essaie de le ralentir. Lorsqu'on parle de déphasage, lorsqu'on parle de stockage, c'est qu'on prend la chaleur intérieure ou extérieure, on va la rentrer, on va dire les murs, là, mais c'est toute l'enveloppe, on va la rentrer à l'intérieur, puis on va essayer de la garder le plus longtemps possible, idéalement dans un déphasage où on va se ramasser la nuit, supposons. On va se ramasser dans une zone où je vais avoir besoin, par exemple au printemps ou à l'été, ça peut être intéressant, de ramasser certaines quantités de chaleur de l'intérieur qu'on va pouvoir regagner à l'intérieur. L'hiver, c'est vraiment différent parce que l'hiver, on va se servir de nos systèmes de chauffage. C'est de l'énergie gratuite. En fait, c'est que tu vas prendre ton chauffage, puis tu vas l'emmagasiner aussi dans ta masse. Donc, ta masse qui peut être de la maçonnerie, qui peut être, comme moi, c'est un mur avec des éléments qui sont plus denses. Puis, à ce moment-là, tu vas essayer d'en ramasser le plus possible pour que s'il y a une panne, mais encore mieux, si on arrête lors de pointe d'électricité d'Hydro-Québec, supposons que j'arrête mon chauffage de 4 heures à 8 heures le soir, puis que j'ai capté de la chaleur dans mon enveloppe, ben cette enveloppe-là va restituer cette chaleur-là, donc je vais pouvoir continuer à être confortable. Si j'ai une enveloppe thermique qui est un mur de type Novaclima standard ou avec de la laine puis un polystyrène expansé du côté extérieur, quelque chose qu'on fait beaucoup, on n'a pas cette masse-là qui permet cette restitution-là. Donc, l'inertie, c'est ça, c'est d'être capable de stocker de la chaleur, puis on le calcule en termes d'heures souvent. C'est pour ça qu'on parle de déphasage thermique, là, en termes d'heures pour une épaisseur donnée. On va être capable de comparer différents matériaux. Fait que c'est ça comme tel, le stockage. Et en fait, on parle de l'enveloppe parce que moi, je suis un passionné de l'enveloppe, mais on peut parler de mobilier, on peut parler des armoires de cuisine, on peut parler d'un foyer, on peut parler de la maçonnerie qu'on va mettre comme table ou n'importe quoi. Le plancher aussi, là. Le plancher, tout ce qu'on va avoir, dans le fond, qui capte la chaleur, va nous aider à faire de la régulation de température. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, là. Moi, je travaille l'enveloppe comme telle, mais il y a tout le reste qui peut être tenu en compte. Ouais, on a remarqué dans un de tes chalets, je me souviens plus c'est lequel, je pense que c'est le Marmottin, qui a un mur en bloc de béton. Oui, ça, c'est dans l'Hermine. Dans l'Hermine, exact. C'est ça, j'avais changé le nom, mais tu as raison, c'est l'Hermine. Oui, j'ai fait un petit test. Ça, c'est dans ma phase 2, là. J'ai mis un mur, c'est un mur séparateur, là, carrément dans le milieu, il touche à rien. C'est un mur qui est en bloc, puis qui permet, dans le fond, il y a un appel d'air qui se fait. Donc, j'ai vraiment une circulation d'air, une convection là qui est recherchée. Et devant ou dedans? Dedans, à l'intérieur. À l'intérieur, il faut qu'il y ait une convection d'air naturelle qui va se faire, okay. Parce que ma chaleur, normalement, va monter, mais mon mur ne continue pas jusqu'au plafond du deuxième. Puis là, j'ai plein de vitrages orienté vraiment du côté où j'ai du soleil. Et ce que je voulais faire, dans le fond, c'est d'essayer de voir, ça s'appelle le mur trombe, si on le fait exactement comme M. Trombe le faisait au 20e siècle, c'est de voir est-ce que le gain thermique dans ce mur de bloc-là qui est plein, il est plein de mortier aussi, est-ce que c'est intéressant ou ça donne rien? Puis dans l'autre pavillon, j'ai un panneau contreplaqué, donc j'étais capable de comparer. Puis ça a été un échec. Ça a été un échec. Ah ouais? Genre, c'est pas bon? Non, en fait, c'est bon quand on part le foyer. Quand on part le foyer, c'est super intéressant parce que là, la radiation de mon foyer, qui est peut-être à 10 pieds ou 12 pieds du mur, là, la radiation fait en sorte que mon mur de bloc va capter de la chaleur. Ça, on le ressent. Mais au niveau du soleil, c'est pas suffisant parce que, puis vous allez le trouver, je suis pas niaiseux, mais j'avais pas pensé que des branches, quand ça projette de l'ombre, ça grossit. Ça l'amplifie, dans le fond, la zone. Ça veut dire que même si j'ai un dégagement, parce que c'est toujours des zones qui sont dégagées sur cette face-là, c'est la partie où j'ai mon champ d'épuration, tout ça, c'est toujours les mêmes choses pour les 3 pavillons. En fait, même si j'ai des petites branches très loin, ça fait en sorte que les branches et les petits cadres de fenêtres entre mes différentes fenêtres, je parle vraiment les jambages de fenêtres, ça fait beaucoup d'ombre. Donc ça donne pas de résultat. Il aurait fallu vraiment que je sois beaucoup plus proche de ma fenêtre. Donc, ma distance est beaucoup trop grande
pour capter le plus de chaleur possible. Donc, c'est un échec de la manière dont je l'ai fait, mais j'aurais pensé que ça aurait été plus intéressant comme résultat. Oui, mais justement, pour ceux qui l'écoutent, le podcast, pour visualiser, la façon que Richard l'a fait dans son projet, c'est dans l'escalier. Fait que t'as quand même une bonne distance entre ta fenêtre et ton mur de bloc. Puis c'est ça la nuance. C'est un super bon test, pour vrai. Là. Mais le mur trône, il est beaucoup plus proche de la fenêtre. Puis il est peinturé en noir, je pense aussi. En tout cas, il y a un élément de noirceur. Toi, il est vraiment juste gris naturel. Puis non, c'est écoute. Mais j'allais dire, écoute, c'est un super bon test à faire. Puis des fois... Moi, comme tu dis, j'ai assez vesté. Je me ramasse à pratiquement avec presque 2 mètres de... Il y a une grosse différence. Mais c'est un bon test à faire. Puis ce que j'allais dire, c'est ça la beauté de la recherche, puis la créativité, puis d'aller promener un peu dans la créativité de la recherche, c'est que un non-résultat, c'est un résultat. On le teste, puis on constate que non, écoute, ça aurait pu être bon, finalement, c'est pas bon. Fait que là, celle-là, on le met de côté, celle-là, ça fonctionne pas. Donc, c'est bon d'avoir fait un test de même. Il est pas mauvais, le test. Je peux vous parler d'un non-résultat que j'anticipe. Ouais. Dans la démarche que je fais actuellement, j'ai mis un double lattage qui est super intéressant pour le passage d'électricité, c'est certain. Puis avec des prises plus minces. En tout cas, tout est beau. Par contre, mon double lattage j'ai commencé à regarder mes lectures. Je pense qu'il fait en sorte que mon double gyps n'a aucun impact sur le stockage de chaleur. Parce que, en fait, on ne scelle pas toutes les bases de plainte électrique, tout ça. Donc, j'ai un mouvement d'air qui est en lien entre ma condition ambiante intérieure et l'espace créé par mon double lattage. Ce qui fait que mon double gyps a recommencé, puis c'est ça que je suis en train de penser. Je ferais comme partout au Canada, là. Je le collerais sur les montants directs. Tu mettrais de l'isolant dedans, faut pas avoir l'effet tambour, là, comme tu parlais, là. Oui, je ferais mon mur comme tel, je mettrais mon gyps, puis je passerais moi, dans le fond, ben là, vous le voyez pas, mais toute mon électricité est en surface. J'ai toujours mis mon électricité en surface quand je fais des murs ici. Ça peut être beau, là. Moi, je trouve pas ça laid du tout. Parce que si on commence à passer toute l'électricité dans un mur où j'ai pas de fourrure, là, je pense que j'y crois pas vraiment avec tous les intervenants qui passent. Mais faire mes systèmes d'électricité de surface, avoir vraiment enlevé cet effet-là, je pense que j'aurais gagné quelque chose de plus en termes de stockage de chaleur. N'empêche que présentement, ma courbe de gain, mon gain de chaleur, puis ma courbe de perte de chaleur, là, parce que dans le fond, je me suis ramassé à 4 jours et demi pour atteindre 5 degrés, ce qui est beaucoup. Autrement dit, ça le pris entre le moment où j'ai arrêté le chauffage et le 5 ou 6 degrés. Il s'est passé 4 jours et demi. Ça correspond aux modélisations théoriques. Ça va bien comme tel de ce côté-là. Mais je pense que j'aurais pu donner un coup de plus là à omettre cette qualité-là. C'est pas un échec, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Exact. Une question qui me lève là, depuis le pré-podcast. As-tu mis du plancher radiant dans tes maisons? Oui. Parce que c'est une dalle au sol qu'on voit dans les photos. Oui. Qu'est-ce que tu en penses du plancher radiant dans un bâtiment performant? Comment ça réagit? Surtout dans les entre-saisons. Moi, je trouve que ça réagit très bien, mais c'est surtout que ça nous fait sauver de l'énergie. En fait, c'est la question des pieds. Nos pieds sont l'endroit où on a le plus froid, là, c'est certain. Donc, à la minute où tu as une température de surface qui est plus chaude, qui est en contact avec tes pieds, instinctivement, tu vas descendre tes consignes de chauffage. Donc, c'était les gens de Nouveau Climat qui avaient fait des petites recherches de ce côté-là, et j'ai pas décrit que c'était les gens de Nouveau Climat qui avaient dit ça, où finalement, on peut faire des gains énergétiques juste en ayant un contact qui est plus chaud. Moi, je trouvais ça intéressant d'utiliser le chauffage radiant. Le désavantage du chauffage radiant, c'est que ça crée moins de convection. Donc, ça crée moins de mouvement d'air. Donc, ce qu'il faut faire attention, puis là, je mets mon chapeau expertise parce que j'en ai fait pas mal d'expertise où il y avait du chauffage uniquement radiant dans des conditions où les ambiances étaient très humides. Donc, on parle de condensation sur les fenêtres. Pourquoi? Parce que j'ai pas ma plainte électrique qui, elle, crée du mouvement d'air puis qui vient lécher là, mon air, qui vient brasser l'air. Et il faut faire attention de ce côté-là par rapport aux questions du chauffage radiant. Ça, c'est mon bémol. Mais au niveau du confort, mais surtout au niveau de la consommation énergétique, je pense que c'est bien. Glycol oui. ou plancher électrique? Excuse-moi? Glycol ou plancher électrique? Électrique.
électrique. OK. Oui, parce qu'il est plus en Électrique. surface. Oui. Fait que Puis tu le l'autre sens chose plus. Oui, absolument. Puis l'autre chose qu'on avait faite, ça, c'était en modélisation énergétique. En fait, plus ça, c'est hors de mes compétences, mais c'est Denis Bourgeois qui fait mes modélisations énergétiques. Puis Denis avait constaté que plus le bâtiment est grand, plus la question d'une dalle chauffante, l'intérêt est là dans le gain énergétique. Donc, on avait fait une modélisation. Moi, j'ai 600 pieds carrés de surface au plancher ou 650 au niveau du rez-de-chaussée. Donc, au niveau consommation énergétique, plainte électrique versus plancher radiant, j'aurais été gagnant légèrement en plainte électrique. Si j'agrandissais à 900 pieds carrés, donc, parce que c'est tout le ratio entre mes surfaces d'enveloppe par rapport à mon plancher, je m'en viens plus intéressant. Puis dans les plus grands bâtiments, là, nettement, le plancher radiant est gagnant par rapport à des chauffages par plainte électrique. Fait que ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est hors de mon étude comme telle. Mais on est allé un petit peu au-delà là, pour voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Plancher radiant par glycol, tu sais, le chauffage avec les tuyaux là, qu'on met dans la Oui. dalle. Plus le bâtiment est performant, donc plus le mur est épais. On voit des murs passifs sont souvent comme 21-22 pouces d'épais, ultra étanches, donc en bas de 0,6 changements d'air à l'heure, des super bonnes fenêtres. Donc, le calcul de charge de chauffage au pic de l'hiver est très, très faible. Et avec nos hivers qui fluctuent, surtout le soleil aussi qui, mettons, mois de fin octobre, début novembre, puis février, mars, qui est pas au plus bas, mais qui commence à monter puis qui s'en vient vraiment plus direct quand t'as pas de feuilles. Le plancher chauffant, comme seule source de chauffage, m'inquiète parce que je me dis, une journée, il fait froid, donc là, tu grimpes le chauffage. Là, tu mets ça dans ton béton. Donc là, tu as une masse thermique, justement. Tu as une batterie thermique. Puis là, après ça, le lendemain, il fait un peu plus chaud. Ou il fait relativement froid, mais le soleil plombe directement. Donc là, tu veux baisser ton chauffage. Mais là, par le temps que ton chauffage sorte de ton plancher de béton, en fait, ben là, tu continues à monter la température. Fait que tu te mets à avoir des swings de température très inconfortables. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ton observation? Je ne suis pas du tout spécialiste dans les planchers chauffants, mais une chose qui est sûre dans le béton, le problème, c'est que mon béton, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une bonne masse thermique. En fait, c'est un matériau qui est capable de capter la chaleur d'une manière très intéressante, mais qui va la perdre très rapidement. Ça, on appelle ça l'effusivité, finalement. Il y a une très bonne diffusivité, mais il y a une mauvaise effusivité. Donc, c'est un point faible pour la question du béton. Mais ce qui est intéressant, c'est certain que quand je regarde présentement, j'ai ma dalle de béton que je vois, le soleil plombe dessus. C'est sûr que là, elle est intéressante tant qu'il y a du soleil, elle va monter à 28-30 degrés. Mais aussitôt que ça va tomber à l'ombre, elle va tomber rapidement. C'est la même chose. Donc, ça peut être en lien ce que tu parles de la question des fluctuations, c'est ça. Donc, il y a moins de risques de fluctuations indésirables parce que le béton ne retient pas super bien la chaleur. C'est ça. Puis il y a toute la question de l'orientation, la question des avant-toits. C'est toute la gestion, finalement, d'ensoleillement qui rentre en ligne de compte, qui est super importante aussi. Je comprends. On dit beaucoup à nos auditeurs que, tu sais, rentrer dans un bâtiment d'autre performance, tu le sens, tu le feels, tu l'as dit, t'as le côté acoustique, t'as le côté thermique, t'as beaucoup d'affaires à sentir, puis des fois, il faut le sentir pour vraiment se faire vendre à cette idée-là, parce que le confort, c'est des affaires, c'est quelque chose que, tu sais, ça n'a pas de prix. Oui. Et des fois, pour aller avec le petit 5-10% de plus, pour aller construire à des niveaux de plus haute performance, il faut l'expériencer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 logements-là, tes 3 bâtiments-là, sont sur Airbnb. Puis, justement, nos auditeurs peuvent aller les essayer. Absolument. Ah oui, dans le fond, je me suis créé pas une deuxième passion, mais j'aime beaucoup ça. C'est de développer dans le fond, ça s'appelle les chalets d'Auvergne. Donc, c'est un site. J'ai Auvergne Laboratoire Vivant qui est ma recherche, mais les chalets d'Auvergne, c'est les 3 chalets que j'ai en location. Et en fait, Philippe, mes rapports de recherche sont disponibles sur la table. Puis souvent, quand on va à l'hôtel ou dans un chalet, on cherche la lecture, des fois, on va même lire des fois les guides, tout ça. Ben, en fait, les gens lisent, plusieurs personnes lisent mes rapports de recherche. Et moi, je me fais toujours un devoir d'aller souhaiter la bienvenue aux gens. C'est tout de même, c'est un grand site. Les chalets se voient pas, mais moi, ça se fait à pied, là. Je fais ma marche, puis je vais dire bonjour au monde. Puis les gens me posent des questions. Les gens sont intéressés par la recherche. Et les gens, quand tu parles de confort,
Mais là, je vais beaucoup plus faire référence au Marmontin et à l'Hermine parce que la question de notion de confort dans un mur parfait, dans une enveloppe parfaite, c'est pas là que tu vas la retrouver. Quand tu parles de masse comme telle, là, c'est beaucoup plus dans des enveloppes qui sont isolées, qui sont plus épaisses, on va dire. Là. Ça, c'est une notion qui est importante. Mais les gens l'expérimentent, les gens posent des questions. Puis moi, je suis toujours, ça me fait plaisir de leur partager finalement mon expérience des différents chalets. Et j'ai des gens qui ont essayé les 3 chalets aussi. C'est ce que j'allais demander. Ben, je suis sûr. J'ai ça fait tout de même depuis 2021, ça fait 4 ans que je fais. Puis j'ai des gens qui sont venus 4 fois, j'en ai un qui ça fait 5 fois, une famille, puis ils ont essayé les 3 chalets. Ah, on préfère celui-là, puis tout ça. Fait que non, c'est intéressant. Puis c'est intéressant pour moi de les comparer. Et il y a la question de confort, il y a la question des... Là, je suis loin de la science du bâtiment, des couleurs, toute la question de l'aspect, parce que c'est 3 chalets identiques qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas les mêmes couleurs de cuisine, et systématiquement, il y en a un qui se trouve toujours en premier. Il y a vraiment un ordre de location en fonction des couleurs, ce que j'avais jamais pensé, là. J'aurais jamais pensé que faire un chalet gris, ce serait un chalet que les gens ne loueraient pas en premier. Ben, écoute, moi, je les regarde, là, tes chalets. En passant, pour les auditeurs, c'est, pour aller le voir, c'est les chalets au pluriel d'auvergne.ca. Vous allez directement sur le site ou vous cherchez Marmontin dans Airbnb ou l'Hermine. Puis vous allez tomber sur votre hôte, Richard, qui a 4,97 sur 5. Donc, écoute, c'est un super hôte. Ouais, de toute évidence. Mais oui, c'est vrai. Écoute, dis-moi si j'ai tort, j'ai l'impression que dans l'ordre, là, c'est ton chalet couleur brun, bois, après ça, bleu, va se gris, c'est ça? Absolument. Dans l'ordre de couleur, là? Dans l'ordre de couleur, mais l'ordre de location, ça va être Marmontin qui est brun avec les cadres de fenêtres bleues, c'est tape à l'œil. C'est mon dernier chalet. Le deuxième, c'est le bleu, mais le troisième, c'est tout le temps parce qu'en fait, comme l'été, je suis complet. Fait que le troisième finit toujours par se louer. Et manifestement, c'est celui où on est très confortable. C'est celui qui est pas le mur parfait. Le mur parfait, c'est le bleu. Le gris, c'est celui avec le bloc de béton. Les gens adorent le bloc de béton qui est apparent. Il y a un aspect beaucoup plus industriel avec ses couleurs, mais effectivement, c'est l'approche d'un client futur dans l'ordre des choix. Définitivement, je regarde ça, puis honnêtement, ça a l'air impeccable. Moi, je suis un amateur de vélo, là, puis... Sérieusement, puis c'est une place... Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça fait de l'activité sur... C'est un site, j'ai plus qu'1 kilomètre par 1,5 kilomètre, donc c'est très grand. Et il y a des jeux d'enfants, donc j'ai construit une maisonnette, j'ai construit des balançoires, tout ça. On a un parcours lumineux, toujours là pour les familles. Donc, autant été comme hiver, il y a un petit parcours, les enfants aiment bien ça. On cache des bonhommes de neige. Cherche. Donc, c'est le fun. Il y a une expérience à vivre sur le terrain. Là. Puis, tu parles de vélo, c'est parce que Port-Neuf, ici, là, c'est la vallée du Bras-du-Nord, surtout, là, c'est très, très prisé comme centre. Non, je suis choyé comme environnement, oui. T'as-tu un autre projet qui s'en vient? T'as-tu un 4e? Là, t'en as 3, 4? 3. J'en ai 4. T'en as 4? J'en ai 4. Puis, en fait, la recherche qui est là, je l'ai encore, tu sais, l'été prochain, produire les rapports, pas d'ici 1 an, c'est certain, c'est ça. Mais je pense, bon là, j'embarque en préfabrication là, à l'Université de Montréal. Il y a une école d'été pour les gens au doctorat. Donc, je participe à l'équipe, puis on parle, c'est vraiment cadre préfabrication. Puis je pense pas, l'avenir doit passer par là. Je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les gens qui ont une plus grande main-d'œuvre qu'on peut prendre, je veux dire, n'importe qui, des gens plus âgés peuvent plus travailler en usine, tout ça. Ben, je pense que j'aimerais ça aller de ce côté-là, essayer peut-être de donner mon grain de sel de ce côté-là éventuellement, c'est ça. Hyper intéressant. Ça fait déjà 1h30 qu'on enregistre ce podcast. Moi, j'aurais comme plein d'autres questions, mais on arrive au bout, là, honnêtement. Là. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. Donc, on peut te retrouver, évidemment, comme on l'a dit, les chalets d'auvergne.ca sur Airbnb, mais tu as ta pratique aussi d'architecture. Oui. Ben, j'ai ma pratique, en fait. Ma pratique d'architecture, je fais de l'enseignement, la recherche, puis ma pratique se fait à travers STGM, donc le bureau d'architecte STGM, que plusieurs connaissent, là. Et à l'intérieur de ce bureau-là, il y a mon ancienne gang du club, c'est Part 5, qui est une firme en sciences du bâtiment.
Donc, je collabore avec eux autres encore. Puis je trouve ça important parce que c'est bien beau faire de la recherche et de l'enseignement, mais j'aime toujours ça, me mettre les mains dans les percées, de savoir comment ça se passe, tout ça. Donc, ça me permet de coller encore à la réalité là, du concret du bâtiment. Fais-tu des conférences de temps en temps? Pas mal, oui. Pas mal. Toujours. Toujours, Ouais, en fait? J'en donne, mais j'en donne quelques fois comme au CEBQ, tout ça, mais ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des étudiants. Donc, que ce soit à l'université, que ce soit dans les cégeps, ça m'arrive souvent en technologie d'architecture que les cégeps me demandent de donner des conférences. Puis je trouve ça super le fun de partager avec les jeunes. Puis c'est drôle, comme je donnais une conférence en génie, en général, le tronc commun à l'Université Laval, il était 150 dans la salle. Pas une question après. Puis là, la conférence finit, puis tu vois la file de personnes après qui sont là puis qui veulent te poser des questions. Tu sais, c'est d'un intérêt. Puis je pense qu'en partageant un petit peu l'expérience que j'ai, ça leur allume des lumières. Puis c'est super le fun d'échanger avec eux autres par la suite, là. C'est pour ça que je trouve ça plaisant d'échanger, ouais. Mais c'est parce que il y a une raison pourquoi tu donnes beaucoup de conférences, puis pourquoi aussi on t'a invité. C'était un très bon vulgarisateur, puis je trouve aussi que c'est important, tu sais, partager justement ce que tu es capable de faire, qui est quand même, tu sais, la science, c'est pas pour tout le monde. Essayer de parler de science à quelqu'un qui a pas un background scientifique, Ouais. c'est pas facile. Donc, chapeau aussi. C'est pour ça aussi, je suis sûr que tout le monde qui reste dans tes chalets vont te poser des questions. C'est parce que tu as été capable de bien le vulgariser puis le mettre dans leurs termes qu'ils sont capables de comprendre, tu sais. Donc, chapeau et merci beaucoup, Richard. C'était vraiment un plaisir de t'avoir au podcast. Merci beaucoup. C'est réciproque. Ça m'a fait super plaisir d'être avec vous deux. Ben merci pour les différents liens pour rejoindre Richard. Vous pouvez aller sur la page web addm.ca. Dans l'épisode, à chacun des épisodes, il y a un descriptif de l'épisode et à la fin, il y a tous les liens des sujets pertinents, évidemment, de nos invités, dont Richard, ses chalets, sa pratique et ses conférences. Merci beaucoup, Richard. Merci, bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@commercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!